Notre invité cette semaine, Raymond Bachand. Raymond Bachand, bonjour, bienvenue à Mémoire. Bonjour, Pascal Navarro. Dans le changement de culture que vous proposez pour les finances du Québec, on a parlé du secteur public, mais vous souhaitez aussi que les étudiants fassent leur juste part. Vous savez où je vous amène, là? Oui. Alors, racontez-nous cet épisode. Alors ça va ça part d'un objectif. C'est pas les étudiants payent des frais de scolarité. Ça part d'un objectif, c'est qu'il faut financer nos universités. Et les universités, ça fait 10 ans qu'ils crient au sous-financement. Ils ont raison. Et il n'y a jamais personne. Et moi, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, de prendre le fond. Et dans les budgets où j'ai dégelé le bloc patrimonial d'électricité, c'était des vaches sacrées. J'ai dit, on va financer les universités. Puis ça faisait sur 5 ans, parce que je faisais toujours des budgets quinquennaux presque, ou triennaux, ça faisait des centaines de millions. Qui doit payer pour ça? C'est votre question, parce qu'effectivement, je me pose toujours la question, qui doit payer pour ça? Est-ce qu'on paye, nous, la société et les étudiants, rien? Ou est-ce qu'il y a une partie qui doit être faite? Comment rien? Ils payaient quand même. Les étudiants payent, oui, mais les plus bas frais de scolarité au Canada, 40% des étudiants, 35-40%, avec le système des prêts-bourses, ne payent rien. Donc, les gens qui viennent des familles les plus démunies, finalement, ne payent rien. On est rendu à la classe moyenne. Mais ils s'endettent. Et les étudiants bénéficient aussi par la suite, dans leur carrière, d'un supplément de revenus, les étudiants universitaires, très important. Ils vont gagner beaucoup plus d'argent que le reste. Donc, le débat est posé, j'en mets dans mon budget, puis puis pour moi, c'était important de financer les universités. Puis il me semblait, puis là, on peut avoir des opinions différentes, tu sais pas, mais il me semblait... Oui, il y en a eu quelques-unes. Il y a eu quelques opinions différentes, oui. Tout à fait. Juste que les étudiants fassent une partie étalée sur 5 ans, avec une augmentation des bourses, des prêts qui faisaient que 40-45% échappaient à cette augmentation. Mais l'État faisait à peu près la moitié de l'effort. On demandait au privé d'augmenter leur contribution aux fondations et, oui, aux étudiants de faire une partie de l'effort. Ça a amené, je ne sais pas si vous voulez, là, ça a amené évidemment au printemps érable, aux manifestations, qui étaient d'ailleurs, moi, Amir Kadir, dès le mois de janvier-février, alors qu'il n'y avait pas une manif, il dit « Raymond, on te prépare un printemps ». J'avais une bonne relation avec Amir Kadir. Il vous a prévenu quand même. C'était gentil. Oui, mais ça m'a aussi dit que c'était pas juste le mouvement étudiant, c'était Québec solidaire. Oui. C'était pas ça. Et moi, j'ai fait des manifestations quand j'étais jeune. J'en ai fait plusieurs. Pour? Dans les mouvements étudiants, pour le Québec français, on s'est fait... Pour la pédagogie à l'université. Pour la pédagogie, mais dans les manifestations au McGill français, dans les manifestations sur la langue, etc. On a fait beaucoup de manifestations dans le milieu étudiant, toujours pacifiquement, parfois aidé par le mouvement syndical. Avez-vous remarqué que le mouvement syndical, quand il fait des manifs, il n'y a jamais de violence? Parce qu'ils sont respectueux, ils font un service d'ordre. Là, on rentre dans le printemps, ils manifestent. Et là, moi, je pense qu'il y a un dérapage qui se fait graduellement quand, en fin de soirée, il y a des casseurs dans une société. Hein. On gagne la Coupe Stanley, on est joyeux, puis là, les casseurs arrivent avec leur cagoule et cassent tout. Sauf que si tu es un leader responsable et tu es envahi soir après soir, après soir, après soir, tu devrais peut-être te poser la question, est-ce que je change mon mode de manifestation? Est-ce que je le fais plus tôt dans la journée? Parce que c'est clair que je suis envahi. Pas ça. Mais le mouvement étudiant aussi avait des gens assez violents. Là. Quand ils rentrent à l'Université du Québec dans une salle, qu'ils rentrent dans la salle, ils prennent les étudiants et étudiantes, leur mettent des cagoules, enlèvent les cellulaires, les expulsent de force dans la rue. Et le garde du corps de l'Université du Québec ne dit pas un mot. Vers la fin du printemps, ces choses-là, les étudiants étaient intimidés entre eux. Et au plus loin, a eu de la protection policière à un moment donné. Oui, puis en fait aussi, vous avez vécu de près, vous, un de ces dérapages. Ça vous a touché personnellement, je pense, non?
Ah ben nous, tu remarques à un moment donné que tu n'as plus un garde du corps, tu en as deux. Puis à un moment donné, il y a 2 voitures, il n'y en a pas une. Puis à un moment donné, il y a 4 voitures, il n'y en a pas d'autres. Puis on te demande, est-ce que c'est une bonne idée que ta femme couche à la maison ce soir alors que tu es à Québec? Non, c'est pas... Moi, j'ai toujours eu un respect, mais dans la rue, le climat avait changé. Moi, on parlait d'Outremont, l'entrée de jeu, je me suis toujours promené partout d'Outremont, puis j'aime ça jaser avec les gens, j'aime ça parler, même ceux qui sont en désaccord avec moi. Mais là, il y avait eu... Les gens ne voulaient plus dialoguer. C'était vraiment une bascule. Une crise. Alors moi, c'était pas connu, à la demande de Lynn Beauchamp, à la fin, elle m'a demandé de passer du temps avec Léo Bureau-Blouin et Martine Desjardins, les deux des trois, les 2 étudiants. Ils sont venus à Québec. Ils étaient juste 3, avec un spécialiste informatique qui était capable de savoir. On a passé 5 heures ensemble et on a fait un deal qui réglait le problème. Bien sûr, j'étalais la hausse beaucoup plus longtemps, était un petit peu moins élevé, j'augmentais les bourses et les prêts, mais on a fait, littéralement, ils ont dit oui, on est à l'aise avec ça, on va leur commander, on retourne à Montréal et on va leur commander à nos exécutifs. Ils ont appelé à minuit le soir le cabinet de Lynn Beauchamp en disant, nous, on est d'accord, mais il faut que la classe soit d'accord, la 3e grande association. Et eux n'étaient pas d'accord. Eux, de toute façon, il n'y avait aucun pouvoir décisionnel. C'était un mouvement qui n'était pas capable de décider et qui ne dénonçait pas la violence. Alors moi, le lendemain, j'ai dit au premier ministre, ça ne se réglera jamais. Ça prend la loi spéciale. Parce que là, vous êtes tard dans la saison. Et puis là, il y a des vies qui sont en jeu. Là. Il y a des carrières qui sont en jeu, des gens qui sont... Si vous êtes en première année de cégep, puis vous reprendrez vos cours au mois d'août, septembre pour la 2e année, etc. Mais si vous êtes en 2e, puis vous êtes admis dans une université, puis vous n'avez pas votre diplôme, si vous êtes dans une université, puis vous allez en maîtrise ailleurs, à l'étranger, vous n'avez pas votre diplôme, etc., c'est tout des vies, des carrières qui sont bousillées. Alors, on a fait la loi spéciale, très dure, mais 48 heures après, la paix était rétablie. Puis ça avait dérapé. Vous vous présentez à nouveau en 2012, c'est le Parti québécois qui gagne. Et donc, évidemment, vous restez aux finances, enfin, porte-parole. Porte-parole, oui, évidemment. Et vous maintenez le cap sur les déficits zéro. Et certains parleront d'une obsession du déficit zéro. Comment vous réagissez à cette espèce de sobriquet ou de critique un petit peu extrême quand même? Ben moi, je suis pas obsédé, j'ai jamais eu d'obsession dans la vie. J'ai eu une obsession, c'est qu'il y a un équilibre entre ce qu'on prend dans les poches des gens d'aujourd'hui ou ce qu'on ne prend pas, puis qu'on bascule à ce moment-là dans les poches des gens de demain, quand on est un pays endetté, quand on est un pays qui n'a pas la capacité fiscale. Alors oui, le retour graduel à l'équilibre budgétaire, c'est une politique fondamentale qui peut varier d'un an, là, etc., mais qu'il faut atteindre. Alors, et que Nicolas Marceau et les autres avaient dit, oui, qu'ils allaient maintenir ça, ils avaient promis de maintenir le financement des universités. Ils ne l'ont pas fait. Et il y a plein de choses. On allait pour la première fois, on avait atteint l'objectif de dépenses qu'on s'était fixé, parce qu'avant, on dépensait toujours plus que ce qu'il y avait dans les budgets. Là, les contrôles étaient en place et ça s'était fait. Puis là, ils ont basculé par toutes sortes de... Ils ont pris des décisions ce sont les gens au pouvoir, ils ont le droit de prendre leurs décisions, c'est ça la démocratie. Mais je trouvais que tout cet effort et la crédibilité du Québec un peu partout pour avoir cette discipline financière, puis taxer plus, dépenser plus dans les garderies, les hôpitaux que les autres, c'est parfait, mais quand même dans un cadre de responsabilité qui faisait consensus depuis Lucien Bouchard. C'est pas... bon, je n'aurais pas fait ce que Lucien Bouchard a fait. C'est Parizeau qui a coupé 20% de tout le monde. Ça, baisser le salaire de quelqu'un, pour moi, ça, c'est un anathème. Tu ne baisses pas le salaire de quelqu'un. Tu enlèves une augmentation de salaire, peut-être, mais baisser le salaire de quelqu'un qui a peut-être pris un logement, qui a peut-être pris un prêt automobile, etc., c'est d'une injustice. L'austérité, moi, je n'y crois pas. Serrer la ceinture à 0 augmentation pour des ministères pendant 2-3 ans, oui, c'est jouable. Sur le plan personnel, comment vous avez vécu cette défaite? Ben, pas pour vous, mais pour le parti. Bon, j'étais pas surpris. Remarquez, à la fois la durée, puis
parti-là était là depuis 2003, ça faisait quand même 9 ans. J'ai été surpris qu'on a failli pas perdre. Mhm. Parce que moi, je me suis promené en province un peu partout et des gens disaient, M. Vachon, j'ai jamais voté libéral de ma vie, mais c'est pas vrai que c'est les gens du plateau Mont-Royal qui vont décider comment on gère le Québec, que je vais voter libéral à cause de la crise étudiante. Alors, il y a eu un... Donc, c'était mitigé. Oui, et puis je pense que le Parti libéral a eu beaucoup plus de votes en région qu'il n'aurait eu autrement si les élections avaient eu Mhm. à un autre moment donné. Maintenant, les étudiants étaient très intelligents et ont concentré toutes les énergies dans 2 comtés, dans Sherbrooke, contre Alain Paquette aussi à Laval, et ont sorti le vote des jeunes à 90 je pense. Et ça fait basculer ces comtés-là. Mhm. Puis bon, ils ont gagné, elle a gagné, elle a fait une belle campagne. Donc, vous n'étiez pas étonné à cause justement du contexte? Ben, on est toujours déçus Bien parce sûr. qu'on travaille comme un fou, puis on pense qu'on fait le bien, puis de toute évidence, les gens disent, ben, on veut changer. Mhm. Alors, Et en 2013, se profile, arrive la course à la chefferie. mais la course à la chefferie arrive immédiatement. Parce que M. Charest a démissionné la Mhm. semaine qui a suivi l'élection Mhm. et le parti a décidé de lancer une course à la chefferie très rapide, immédiate, avec un vote au printemps suivant. Moi, contrairement à l'autre, je n'avais pas travaillé pendant 1 an et demi à préparer l'élection. J'étais d'une Mhm. loyauté absolue. Ce n'était pas dans mes paramètres. J'avais un premier ministre. Le jour où il voudra partir, ça se fera comme dans beaucoup de partis où le premier ministre, même en fonction, décide dans 1 an et demi, je partirai, puis vous avez le temps de vous préparer et de faire ça. Ah, c'est venu très rapidement. Un homme très fatigué, parce que ça fait quand même, je travaille 75 heures par semaine, économie, finance, campagne électorale par-dessus. Alors, peu de temps pour prendre la Ouais. décision, pas vraiment bien préparé non plus. Mais je me suis posé la même question que je m'étais posée en 2005. Vraiment, si tu ne l'essayes pas, est-ce que tu vas regretter? Puis la réponse était Et oui. mes amis me disaient, n'y va pas. Ah. Mes amis, non, mes amis intimes, personnels, m'ont dit, c'est pas une bonne idée, t'es pas préparé, c'est pas le temps, c'est pas, n'y va pas. Mais ben, j'ai décidé d'y aller quand même. Mhm. Puis j'ai pas été très performant dans les premiers mois, parce que je pense que le niveau d'énergie que j'avais toujours était pas là. Pas comme Mhm. si tu avais pu prendre 2 mois de vacances, puis après ça, là, Oui, se lancer dans cette tu aventure, oui. reviens. Mhm. J'ai été beaucoup plus performant au printemps, entre autres quand c'était de Montréal. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais perdre à Montréal. Puis là, je me suis mis à Ouais. travailler. J'ai gagné plusieurs choses à Montréal, mais ultimement, Mhm. les membres ont choisi Philippe Couillard, parfait, Mhm. c'est leur choix. Et vous avez dit, ben, vous étiez déçu, mais vous avez quand même dit que c'était important de se rassembler. Est-ce que selon vous, ça a été fait? Oui, tout à fait, Oui. parce que ça a été au printemps. Souvent, les gens annoncent qu'ils vont partir tout de suite après. Moi, je suis resté, j'ai siégé, j'ai participé à toutes les instances du parti, j'étais positif et de Mhm. bonne humeur. Mhm. J'ai dit au premier ministre, à M. Couillard qui voulait me garder, le premier ministre, je ne sais pas si je vais rester, c'est possible que je parte. Mais j'ai même cet été-là participé à une commission parlementaire sur les régimes volontaires d'épargne retraite et sur la retraite des Québécois, en parlant au commissaire à l'éthique. D'ailleurs, j'avais appelé le commissaire à l'éthique, j'ai dit, Monsieur le commissaire, on va le rencontrer, je vais vous dire quelque chose, personne ne sait, je pense que je vais partir au début septembre. Je n'ai aucune idée où je m'en vais dans la vie. Je me refuse. Je trouve ça scandaleux, moi, quand un élu en poste négocie sa piste d'atterrissage avant Ouais. de partir. Je n'avais aucune piste d'atterrissage. J'ai dit, mais il y a une commission parlementaire, mais toutes les institutions financières viennent. Ça se peut que j'aboutisse, étant donné mon passé, quelque part Vous dans aviez cet quelques univers. contacts, disons. Non, j'avais aucune idée. J'avais aucune Non. idée, mais la probabilité des choses, c'est que je n'irais pas travailler pour un groupe communautaire à ce moment-là. Mhm. Il fallait que je me refasse financièrement aussi. Mhm. Mais il m'a dit, allez-y, c'est un avant-projet de loi, etc. Et j'ai décidé que, au lieu de faire mon grand discours à l'Assemblée nationale de départ, je suis parti le vendredi 13 septembre, puis juste avant que la Chambre siège, parce que, alors, oui, j'ai été loyal et Présent jusqu'à la enthousiaste fin. et présent jusqu'à la fin. Mhm. Mais j'ai décidé que je partais. Puis ça a été assez bien reçu, d'ailleurs, même par les médias, qui sont assez critiques des gens qui quittent en cours de mandat, mais je pense qu'ils comprennent que quelqu'un qui a perdu une course au leadership Mhm.
a le bien droit, sûr. peut-être, de refaire sa vie. Puis vous avez dit aussi, vous parlez des médias, Radio-Canada, qu'il était temps de passer à autre chose et que vous sentiez le besoin, oui, de changer, mais que la politique était aussi un métier exigeant. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus exigeant dans toute votre carrière politique? Mais ce qui est exigeant, premièrement, c'est l'intensité de la De tâche, de maintenir cette 75, intensité. et tout ça, de maintenir ça, Mmh. entrecoupé de crises de toutes sortes, entrecoupé de, et c'est la démocratie, mais de nécessité de discuter avec les gens de toutes les opinions pour bâtir des consensus, entrecoupé par des dizaines et des dizaines de voyages et de missions. C'est beau, les missions, on en a parlé, mais c'est fatigant pour le corps. Quand vous Oui, allez en Chine, oui, puis vous revenez, puis le lendemain matin, vous êtes en chambre. Quand vous allez en Russie, en Israël, un peu partout, c'est quand même exigeant, disons. oui. Euh, alors, puis les choix, toujours faire des choix. Il faut toujours faire des choix. C'est exigeant, par exemple. C'est pas... mais ça use. C'est Oui. pas anormal dans Mmh. l'entreprise aussi qu'après 8 ans, on demande un changement, comme on Ouais, voit beaucoup oui, dans la société. oui. Euh, Je vous ai demandé ce qui était le plus exigeant, mais dans votre vie de parlementaire, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Moi, ça a été une grande désillusion parce que mon discours d'ouverture était un discours, enfin, je suis dans le Parlement où on peut pouvoir Oui, discuter et tout. oui. Et la vie parlementaire est une vie partisane extrême. En général, Mmh. la période de questions n'est pas une période de questions, c'est une période de partisanerie où vous répondez n'importe quoi. Une sorte de Des théâtre? pauses, c'est un théâtre absolu. Les médias aussi basculent graduellement c'est encore pire aujourd'hui, mais avec cette exigence du clip d'information continue qui est arrivée à ce moment-là. Puis donc, le pauvre journaliste qui aujourd'hui fait un article sur la guerre, puis le lendemain sur le nucléaire, puis le lendemain sur ça, c'est un métier difficile, là, il faut les aider. Puis avant ça, ils avaient leur journée pour préparer les bulletins de nouvelles ou l'édition le lendemain. Puis là, c'est instantané, il faut toujours être là. Et ça vous exige il vous demande une réaction instantanée. Moi, je suis plutôt un homme de réflexion. Puis quand j'ai pas la réponse, je le dis. Aujourd'hui, quand tu n'as pas la réponse, c'est comme si c'était pas bon. Mmh. Ou comme si ça t'intéressait pas. Mais il y a des problèmes complexes qui méritent d'être sous-pesés. Ça m'est arrivé une fois en chambre. Mon leader était furieux de prendre avis de la question. Il veut pas que tu prennes avis de la question. Parce que ça ajoute à une période de questions. Ça donne du temps à l'opposition par Oui, la oui. suite. Mais les gens ont droit à des réponses intelligentes. Alors, Mmh. je dirais pas que c'est un, mais la beauté que j'ai aimée dans le parlementarisme, c'est quand on est capable de bâtir des consensus, d'influencer, de, d'avoir, vous savez que l'opposition va voter contre, mais au fond, fondamentalement, tu sens que c'est pas partisan, que tu es vraiment allé chercher la société, que tu as aidé les gens. Là, vous avez parlé tout à l'heure de vos échanges avec Nicolas Marceau, qui était le ministre des Finances, hem, Du Parti québécois, du ouais, Parti ouais. québécois, donc vous aviez des discussions, de fond, je dirais. De fond, Oui. toujours. Et que ce soit sur mes projets de loi ou après ça sur ces projets de loi. Et ces discussions-là sont pas en commission parlementaire. Ils Mmh. sont parfois juste dans une salle à côté, souvent par vos chefs de cabinet qui se parlent, parce que nous, on est sous surveillance continue. Oui, Mon Dieu, Bachand et Nicolas Marceau se sont rencontrés oui, c'est ou se ça. rencontrent en secret, Oui. mais parfois, on réussissait à trouver un coin de Mmh. salle où on se parlait. Mmh. Et pour saisir, pour faire avancer les lois, puis mettre de côté ce sur quoi il y a des désaccords trop profonds. Mmh. Et alors donc après, ce vendredi 13 C'est une date septembre. chanceuse dans ma vie, dans le vendredi Oui. 13. Ma fille est née un vendredi 13 à 13 heures. Oh! Ben, je comprends. Et qu'est-ce que vous imaginiez pour la suite? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Prendre peut-être un moment J'avais, d'arrêt? j'avais aucune idée, sauf que, évidemment, goût de faire des voyages. Des Mmh. voyages, parce que tu n'en fais plus de voyages. Euh, de t'occuper de ma première petite fille était née. Mmh. S'occuper de sa femme, qui a souffert beaucoup Mmh. Ben, pendant 8 ans, parce que tu n'es pas là, tu n'es jamais en là. fait, c'était votre partenaire. Oui, ma Mmh. conjointe partenaire, oui, oui, Mmh. toujours, tout le long de ma vie. Mmh. Euh, Puis après ça, on verra. J'ai pris des longues vacances. Mmh. Puis j'ai pris l'automne d'ailleurs pour réfléchir à ce que je faisais. Et après, j'ai recommencé dans une vie hyperactive.
Donc après, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, après, Pourquoi je vous suis avez occupé votre devenu temps? conseiller stratégique chez Norton Rose Fulbright, qui est un grand cabinet d'avocats. J'ai créé l'Institut du Québec. L'Institut du Québec est ce think tank, cette boîte. J'ai créé ça avec Mia aussi, d'ailleurs, à la demande du Conference Board et des HCC, et qui a fait. J'ai mis beaucoup de temps là-dedans, ça a fait ses preuves. On m'a demandé d'être au Conseil de la Banque nationale. J'ai attendu en 2014 pour que ça fasse 2 ans que je sois plus ministre des Finances. On m'a demandé d'être sur le Conseil de Transat, que j'ai beaucoup aidé. Là, j'ai vécu la crise de Transat et j'ai été président du conseil les 2 dernières années. Maintenant, mission accomplie, c'est refinancer, c'est une nouvelle Vous vous êtes direction. lancé dans beaucoup de Ça va bien. projets. Et j'ai accepté aussi des mandats, parce que moi, je fais un mandat particulier, Oui, comme quand Dominique Anglade m'appelle pour que je sois négociateur en chef du Québec sur... pardon, excusez-moi, c'est l'émotion c'est tout à l'heure, correct. pour l'ALENA. Mhm. Et j'ai dit non, puis elle me rappelle le lendemain, j'ai dit non, puis elle me rappelle le surlendemain, puis j'ai dit, Dominique, ben, elle dit Raymond, je parlé avec le premier ministre, puis c'est toi. Alors j'ai accepté, ça devait durer 1 an, ça a duré 3 ans, mais c'est vrai que c'était designé, dessiné pour moi, Dans parce vos que j'ai cordes. mobilisé toute la société civile, économique, syndicale, culturelle, agricole. C'était comment on représente le Québec auprès d'Ottawa, qui était le négociateur réel, mais auprès aussi des Mexicains, des Américains, pour s'assurer que nos intérêts soient protégés, parce qu'Ottawa est un gouvernement qui est dominé par Toronto, hein, de façon générale. Au niveau finances, c'est Bay Street qui domine. Alors, il faut faire valoir les intérêts du Québec. Ça a été un bon 2 ans et demi. Crise COVID. Mhm. Alors là, c'est l'industrie touristique qui m'appelle en disant on crée une conférence économique. Les dirigeants de l'industrie, faudrait-tu la présider pendant un an de lobby, au fond, intense, à la fois à Québec, mais à Ottawa, beaucoup, avec Mélanie Joly, qui a fait un job extraordinaire. Parce que Finance et Industrie Canada, le tourisme, c'était pas une de leurs grandes industries, alors que Mhm. c'en est une, c'est une de nos plus grandes industries. Puis on a réussi à s'assurer que le secteur soit soutenu. Mhm. Puis là, là, si je parle de l'automne, l'hiver 2023, le milieu agricole, l'industrie du porc, le porcine, l'industrie porcine m'appelle parce qu'ils sont en crise, parce qu'ils doivent renouveler leur convention économique, parce qu'ils sont régis par une convention économique. Donc, les olimels de ce monde et les producteurs de porc, ils ne sont jamais entendus en 10 ans. Ça a toujours été à l'arbitrage. Alors, j'ai mis 400 heures et il y a eu une entente. Donc, finalement, l'intensité est encore un peu là, on peut dire, encore Oui, présente. bien aujourd'hui, au moment où on fait cette entrevue, c'est réduit parce que là, je ne suis plus à la Banque Oui. nationale ni chez Transat. C'est terminé. L'Institut du Québec va bien. Je suis vraiment président du conseil et non pas comme dirigeant. Mhm. Donc, ça me dégage du temps. Mais je prends des Oui. mandats comme ça, mais quand même, je fais des voyages aussi et je m'occupe de 5 petits-enfants. Oui, oui. Et dites-moi, de tous les honneurs que vous avez reçus, vous en avez reçu quand même pas mal, des prix et des honneurs, lequel vous fait le plus plaisir? Oui, vous m'avez prévenu de cette question-là qui me... C'est qui, dur de choisir. hein? Oui, c'est dur de choisir parce que ils sont dans des plages de temps différentes. Alors, comme le MBA Oui. de l'année du Québec, quand je suis président du Fonds de solidarité, c'est comme tout, c'est le MBA de l'année, il y en a un, c'est toute la collectivité, au fond, qui dit tu représentes ce qu'on aime, le symbole pour les jeunes, etc. Ça m'avait fait un grand, grand plaisir. Oui. Bien sûr, officier de l'Ordre du Canada, qui est arrivé, et tu sollicites pas d'être officier, tu ne l'apprends pas, tu as un coup de téléphone et tu as des gens qui ont soumis ta candidature, puis ils me nomment officier d'un coup, il n'y en a pas tant que ça Oui. à ce moment-là. Et puis, il y a évidemment l'Ordre du mérite de l'Université de Montréal, ils honorent, en tout cas à l'époque, un diplômé par année, puis ça a toujours été c'était Daniel Johnson premier, ça a été souvent des premiers ministres et des gens très, très... puis là, ils ont décidé de me choisir parmi tous leurs diplômés. Hmm. Alors oui, ça c'était... Et ça revenait, mon père qui est à l'Université de Montréal, donc ça Oui, il y avait vraiment, avait la vraiment... boucle était Ouais. bouclée. Et là, on est en 2015. Dernière question. Quel Oui. conseil vous donneriez à une jeune femme ou un jeune homme qui se lance en politique aujourd'hui? Ah mon Dieu, quelle question. J'y demanderais d'abord pourquoi. Hmm. Quelles sont bien évaluer ses motivations profondes. Pourquoi Mhm. il le fait? Est-ce qu'il sait ou qu'elle sait dans quoi elle s'embarque, où elle en est dans sa carrière? Parce que, bon, moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais plus tôt, parce que j'avais des jeunes enfants.
Puis je l'ai fait à un âge idéal, je pense, pas financièrement, c'est les âges où tu gagnes le plus d'argent, mais c'est quand même un âge Mhm. idéal parce qu'il y a de l'expérience accumulée Oui, aussi. Parce que l'expérience compte quand vous êtes en politique, puis vous avez des décisions à prendre citoyennement. Vraiment, quelle est sa motivation euh, de, puis de s'attendre à des grands moments de joie de travailler avec les citoyens, puis des grandes déceptions, parce que si tu es dans l'opposition, même si tu es député non ministre d'un parti au pouvoir, parfois les semaines sont longues. Non, non, mais c'est la... Mais que c'est un des plus beaux métiers du monde de représenter ses citoyens. Raymond Bachand, merci pour ces entretiens. Merci à vous. Monsieur Bachand, que ressentez-vous en rentrant ici? Plusieurs sentiments, évidemment, qui animent comme si on retournait à l'école, qu'on a habité pendant près de 9-10 ans. J'étais tellement d'heures passées ici dans ce salon. Alors, il y a des sentiments très, très contraires les uns aux autres. Il y a eu des très beaux moments quand tu déposes une politique, quand tu déposes ton budget, quand tu fais adopter une loi. Il y a des moments de théâtre absolu. La période de questions, qui est un drôle de forum qui ne devrait pas l'être, mais qui en est un dans notre société. Il y a des moments d'émotion parce que, je ne sais pas, quand tu fais ta déclaration comme député d'Outremont en mémoire des filles de Polytechnique, ou quand dans le discours du budget, tu regardes, puis je me tourne parce que j'étais assis là, puis en haut, il y avait la famille Homestead, je suis encore ému, des rescapés de l'Holocauste, du train, qui s'en allaient dans un train, ils sont sautés, la moitié des gens sont fait fusiller, qui sont samouraïs, qui ont fait fortune, qui ont une collection d'art qui vaut 100 millions et qui voulaient donner au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'était pas prévu, c'était rien. J'ai inséré ça avec l'accord du premier ministre dans le budget. À la dernière minute, ils étaient là. Ça, c'est des beaux moments, etc. Il y a des moments moins drôles quand on est ici à 2, 3, 4, 5 heures du matin. Moi, j'ai fait 3 bâillons, un sur les heures d'ouverture. Puis personne n'en parlait 2 jours après, mais l'opposition s'opposait. Et les règles font que ça dure 24 heures et ils peuvent vous traîner jusqu'à petit ajournement à 5 heures jusqu'à 8 heures du matin. Alors, ça, c'est moins agréable, mais complètement inutile, d'ailleurs, comme discipline. C'est bien mieux. On a réussi à discipliner par la suite et dire, bon, OK, on va finir à minuit. On donne le temps de parole à l'opposition qu'ils veulent. Puis des moments de débat intéressants parce qu'il y a des commissions plénières qui sont ici. Et là, c'est vraiment le sens de ce que devrait être l'Assemblée nationale, débattre d'idées contradictoires. Alors, toutes sortes d'anecdotes, bien sûr, la période des questions. On passe beaucoup de temps à écouter un temps stand-by parce que souvent, il ne vient pas de questions. Ouais. Mais il faut être prêt. Alors, puis c'est une belle salle, une salle avec les tribunes, puis des fois, on a des visiteurs. C'est une magnifique salle, assez emblématique. Très heureux d'être là. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui remonte en vous retrouvant ici au Salon Bleu? Bien, il y en a plusieurs, mais il y en a un plutôt drôle et anecdotique. Je me souviens dans la loi sur les heures d'ouverture où j'étais allé à 10 heures du soir dans les magasins, ici à Québec, contre l'avis de mon cabinet, des collègues, etc., pour parler aux citoyens qui faisaient leur épicerie à 8 h, 9 h, 10 h le soir, en leur demandant, Madame, comment vous appelez? Oui, Raymond Bachand. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? On revient en chambre, François Legault pose une question parce qu'il était contre l'élargissement. Je dis, je ne sais pas, Monsieur le Président, mais vous savez, Mme Tremblay, elle est infirmière, elle termine le travail à 9 h le soir. Je l'ai vue hier soir à telle épicerie. Monsieur Untel était là. J'ai répondu comme ça. Tout le monde regardait, incrédule. Mes collègues disaient, non, c'est pas vrai, c'est une joke qui n'est pas allée à cet endroit-là dans le magasin. Oui, puis ça a terminé la réponse à la paire de questions. On a passé la loi finalement. Merci.